Bonjour tout le monde et bienvenue pour l'actu politique de la semaine. Je vais vous parler cette semaine de 3 conflits qui sont en cours, celui en Ukraine, celui en Palestine et celui en République démocratique du Congo. Alors je commence d'abord par l'Ukraine puisque vous avez peut-être vu qu'il y avait un débat à l'Assemblée nationale suivi d'un vote en vertu de l'article 50-1 de la Constitution qui est en réalité un simulacre puisque le vote est non contraignant et qu'il s'agissait de donner un avis sur un texte qui est déjà approuvé par le président de la République. Donc il s'agit d'un accord de coopération en matière de sécurité entre la France et l'Ukraine, accord daté du 16 février 2024, c'est écrit en haut, vous pourrez aller regarder sur le site de l'Élysée, et on nous demande notre avis que seulement maintenant, donc un mois plus tard, et un avis non contraignant. Bonjour, l'état de la démocratie parlementaire en France, sous la Macronie. Bon, donc cet accord de coopération, dit de coopération et de sécurité entre la France et l'Ukraine, il est présenté dans les médias comme la volonté de soutenir l'Ukraine sur l'agression militaire à laquelle elle fait face vis-à-vis de la Fédération de Russie. Alors c'est comme ça que c'est présenté, c'est comme ça qu'un certain nombre de personnes le lisent, mais parce qu'ils veulent éviter qu'on aille regarder dans le contenu du texte, parce que ce que dit le texte, c'est pas du tout ça. D'abord, ce que dit le texte, c'est qu'il parle essentiellement de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, et ça pour nous, il ne peut pas en être question, de même qu'il parle de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, et ça pour nous, il ne peut pas en être question. Donc sur le texte, sur le fond du texte, on est clairement opposé à ce texte, même s'il y a des dispositions du texte avec lesquelles on est tout à fait en accord, notamment sur la partie du soutien à l'effort de défense de l'Ukraine, ça pose pas de problème, mais il y a d'autres éléments du texte, et j'en ai cité quelques-uns, avec lesquels nous ne sommes pas du tout en accord. Mais surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce débat à l'Assemblée nationale ne prend pas place dans un monde où on discuterait seulement de ce texte. C'est pas ça qui s'est passé. Il s'est passé que depuis le 16 février 2024, il y a quand même eu un certain nombre de déclarations du président de la République et je veux en rappeler quelques-unes. Le 5 février, donc avant l'accord de coopération, le chef de l'État a quand même jugé utile de s'exprimer sur la dissuasion nucléaire française et il avait proposé d'ouvrir le parapluie nucléaire français à l'Union européenne. C'est ça qu'il a dit, le président de la République. Ensuite, il a dit par ailleurs quelques jours plus tard que nous pourrions envoyer des troupes au sol en Ukraine. Ça, c'était le 26 février. Donc il est allé jusqu'à dire que la France pourrait s'engager militairement par la présence de troupes françaises aux côtés de l'Ukraine dans ce conflit, ce qui ferait de nous des co-belligérants vis-à-vis de la Fédération de Russie, et qui donc ferait que la Russie serait en guerre avec nous, de même que nous serions en guerre avec elle. Ça, normalement, c'est une décision de l'Assemblée nationale. L'entrée en guerre, normalement, c'est une décision de l'Assemblée nationale. Sauf que le président de la République, comme chef des armées, peut prendre la décision, lui, tout seul, d'envoyer des troupes dans des opérations extérieures. Et à ce compte-là, l'Assemblée nationale ne peut donner son avis que 4 mois plus tard. Donc vous voyez la situation, on a envoyé des troupes, et 4 mois plus tard, l'Assemblée dit pour ou contre. Vous voyez que dans ce genre de situation, en général, c'est l'état de fait qui prévaut et on a du mal à voter contre l'envoi de troupes qui sont déjà sur place, comme vous pouvez bien l'imaginer. Mais ce à quoi il faut réfléchir, c'est que le président de la République, dans la Constitution, c'est le chef des armées. Donc quand il dit qu'il est prêt à envoyer des troupes françaises à l'étranger en Ukraine, ce que tous les autres pays du monde entendent, c'est que la France, comme puissance militaire, est prête à faire cela. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Eh bien du coup, un certain nombre de pays se sont désolidarisés de la position de la France. Donc, géniale intervention de Macron qui a eu pour résultat de nous isoler, nous la France, sur la scène internationale. C'est pas la première fois qu'il raconte n'importe quoi sur les questions internationales, mais alors celle-ci, elle était particulièrement gratinée. Il a parlé d'ambiguïté stratégique pour faire peur à la Russie, mais l'ambiguïté est devenue une cacophonie puisque nous nous sommes retrouvés seuls avec l'ensemble des pays qui disaient qu'ils n'étaient pas prêts à intervenir, ce qui donc fait qu'au lieu de faire un rapport de force avec la Russie, on est en train de dire personne n'est prêt à intervenir à part la France. Bonjour le résultat de l'ambiguïté stratégique du président de la République. Mais il est allé encore plus loin, Emmanuel Macron. C'était le 7 mars, lorsqu'il a reçu les partis politiques à l'Élysée. Alors vous avez peut-être vu passer des vidéos, mais un par un, il y a les chefs de parti qui y sont allés. Pour nous, c'était Manuel Bompard qui représentait la France insoumise. Et là, il a dit, le président de la République, qu'il n'y avait aucune limite, aucune ligne rouge au soutien de la France à l'Ukraine. Ce que Poutine a immédiatement entendu, puisque lui, il a répondu que rien ne presse pour un conflit pour un conflit nucléaire, mais nous y sommes prêts. Ben oui,
puisque la France est une puissance nucléaire, puisque la Russie est une puissance nucléaire, dans le cas où la France n'aurait aucune limite et aucune ligne rouge, ce que ça veut dire, c'est qu'en plus de l'envoi de troupes, nous sommes prêts à faire usage de toutes les armes à notre disposition. Donc Poutine l'a pris comme ça et a répondu de cette manière-là en augmentant encore le niveau de pression. Vous voyez que sur ce sujet-là, vraiment, le président de la République était à côté de la plaque. Alors donc, il y avait ce vote à l'Assemblée nationale. Je veux vous dire ce qui s'est passé et ce qui s'est produit sur ce vote. Parce que donc, vous avez bien entendu que les médias ont traduit ça en les partis qui sont pour le soutien à l'Ukraine et les partis qui sont contre le soutien à l'Ukraine. Ce qui n'est évidemment pas le cas, et je vous ai donné des éléments qui sont à l'intérieur de ce texte et aussi des éléments qui sont dans le débat public compte tenu des positions d'Emmanuel Macron. Donc, le vote, en réalité, c'était à la fois sur ce texte, sur les positions d'Emmanuel Macron, puisqu'il est non contraignant. C'est un vote qui est symbolique. Et donc, la symbolique, c'est qu'est-ce qu'on dit vis-à-vis du débat en cours dans la sphère publique sur la guerre d'Ukraine. Il n'y aura eu que les députés insoumis et communistes pour voter en tant que groupe contre cet accord dit de coopération en matière de sécurité entre la France et l'Ukraine et contre la guerre de Macron en Ukraine et l'envoi de troupes françaises en Ukraine. Que les insoumis et les communistes pour voter en tant que groupe. Il y a eu aussi M. Dupont-Aignan, un peu isolé, ainsi qu'un député des Verts, je suis désolé, j'oublie son nom. Tous les autres groupes ne se sont pas opposés à ce texte. Et dans le détail, eh bien, les macronistes, évidemment, toute la Macronie dans son ensemble, c'est-à-dire Renaissance, le Modem et Horizon, eux, ils ont voté favorablement à ce texte. De même que le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts, et le Rassemblement National, ne voulant se mettre personne à dos, dans une position extrêmement courageuse comme à son habitude, a décidé de s'abstenir. Et Marine Le Pen a fait une intervention contre le texte et contre cette intervention militaire française potentielle en Ukraine, tout en disant qu'elle allait s'abstenir sur le texte pour ne pas donner l'impression que qu'elle ne soutiendrait pas l'Ukraine dans son combat face à la Russie. En réalité, elle s'est couchée devant un système politique et médiatique qui faisait que si jamais vous vous opposiez, vous seriez immédiatement repeints comme des amis de Poutine et des ennemis de l'Ukraine. D'ailleurs, ça n'a pas manqué. Immédiatement, voilà les insoumis et les communistes repeints en amis de Poutine, etc. Le fait que nous ayons été les premiers, pour ce qui concerne les insoumis, à condamner l'intervention militaire, l'invasion militaire russe en Ukraine, tout ça ne sert à rien, on est quand même des amis de Poutine. Le fait que nous accueillons, nous les insoumis, en France, des opposants russes à M. Poutine ne change rien. Nous sommes quand même les amis de Poutine, qui est un libéral autoritaire, avec lequel nous n'avons aucun point d'accord politique, mais c'est pas grave. Vous savez comment est désormais le système médiatique français. Il raconte n'importe quoi sur les positions politiques des uns et des autres, et heureusement que nous avons les réseaux sociaux, pour l'instant encore, pour pouvoir rétablir une forme de vérité et de sincérité dans le débat public, raison pour laquelle moi je continuerai à faire ces vidéos pour vous informer directement sur mon travail et sur la situation politique nationale et internationale. Le deuxième sujet dont je tiens à vous parler, c'est le conflit israélo-palestinien, puisqu'il y a dans les jours à venir, dans les heures à venir, dans les moments à venir, une menace très lourde qui pèse sur la ville de Rafah. Le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, a dit que, en gros, une opération était sur le point d'arriver à Rafah. Je redécris bien la situation pour celles et ceux qui suivent d'un peu loin ce qui se passe dans ce conflit israélo-palestinien. Depuis le 7 octobre, donc, Israël a riposté et depuis le début de cette riposte, il y a eu donc 30 000 morts avec essentiellement des femmes et des enfants qui sont parmi ces morts, de nombreux civils et un carnage absolu que la Cour de justice internationale qualifie de risque de génocide. Donc on n'est pas sur quelque chose qui doit être pris avec légèreté et malheureusement sur la scène politique française, il est très difficile d'en discuter sans avoir des qualificatifs dont j'ai parlé, amis du Hamas, on se fait traiter d'antisémites assez régulièrement, ce que nous ne sommes pas, faut-il encore le répéter, mais vous pourrez écouter mes prises de parole à l'Assemblée sur ce sujet-là, je crois que je suis extrêmement clair sur ce sujet-là, mais en tout cas, cela sert à essayer de disqualifier une parole politique que nous portons nous, laquelle? Celle du fait qu'il faut un cessez-le-feu aussi rapide que possible. Parce que, donc,
Il y a eu cette riposte israélienne qui a fait déjà 30 000 morts, qui a déplacé près de 2 millions de personnes. Aujourd'hui, au sud de la bande de Gaza, dans la ville de Rafah, il y a près d'1,4 million de Palestiniens qui sont entassés dans une zone très exiguë. Et au début du conflit, M. Netanyahou, le Premier ministre d'Israël, et M. Yoav Golan, le ministre de la Défense, qui avaient quand même parlé d'animaux humains à propos des Palestiniens à Gaza, ils ont dit qu'ils bombardaient le nord pour s'occuper des tunnels du Hamas et des dispositifs militaires du Hamas. Et aujourd'hui, que sont-ils en train de faire? Alors que la population s'est déplacée au sud pour éviter d'être sur une zone de conflit, alors que cette population donc s'entasse à Rafah où elle est bloquée, parce que Gaza c'est une prison à ciel ouvert, vous ne pouvez pas sortir de Gaza. Okay, donc là, maintenant que tout le monde est au sud, qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent une opération militaire sur Rafah. En tout cas, c'est ce que dit M. Yoav Gallant, ministre de la Défense, actuellement, au moment où je vous parle. Je ne sais pas le moment où sera publiée la vidéo, mais au moment où je vous parle, il y a un risque d'intervention militaire massive sur Rafah et donc de nouveaux morts. La situation à Gaza, elle est catastrophique. Vous avez un système de santé qui est à genoux. Vous avez des gens qui sont dans des conditions sanitaires qui sont absolument déplorables. Vous imaginez, des gens qui sont entassés au même endroit égale propagation de maladies. Alors avec en plus un système sanitaire qui est totalement détruit, c'est la propagation de maladies plus avec aucun moyen de les traiter. Des interventions chirurgicales qui sont faites évidemment sans anesthésiant et c'est des interventions chirurgicales où il y a des médecins français qui sont allés à Gaza sur le théâtre des opérations et qui disent, c'est le témoignage des médecins français, ils disent on n'a jamais vu ça, y compris sur d'autres zones de conflit, en Ukraine, en Syrie. Gaza, c'est les pires choses qu'on ait jamais vues. Donc c'est ça la situation à Gaza. Plus une pénurie alimentaire organisée par l'État d'Israël, qui ne laisse pas passer les convois alimentaires sur la bande de Gaza. Donc vous avez une situation qui est dramatique pour le peuple palestinien et qui est un non-respect du droit du peuple palestinien à avoir un État et à avoir sa sécurité. Et on ne peut pas tolérer dans le droit international qu'une puissance coloniale comme Israël soit en train de mener ce genre d'opération. Voilà quelle est la situation dans la bande de Gaza. Alors, je suis satisfait d'une chose, c'est que la parole publique de la France sur ce sujet-là a évolué. Au début, on était sur des propos, encore une fois, du président de la République, qui étaient la guerre au terrorisme, y compris, il avait proposé même l'intervention d'une coalition militaire dans laquelle, encore une fois, il voulait qu'il y ait des troupes françaises. Hein, ça, tout le monde l'a oublié, mais c'est quand même ce qu'il a dit après le 7 octobre. Et on a petit à petit évolué de rebond en rebond avec des positions jamais très lisibles du président de la République, jusqu'à aujourd'hui une position où l'attaque militaire d'Israël est fermement condamnée, où l'État français est en tout cas en train de dire qu'il faut que ça s'arrête et que le gouvernement d'Israël doit aboutir à un cessez-le-feu. Sauf que dans le même temps, on continue à fournir des armes à Israël. Il y a donc une forme d'hypocrisie dans la position officielle de la France qui n'est pas tolérable. Et la France doit arrêter de livrer des armes à Israël. Vous avez peut-être vu que ce week-end, enfin le week-end passé, il y a eu des très grosses manifestations partout en France pour le cessez-le-feu et pour aboutir à un processus de paix. Et c'est ce vers quoi il faut absolument aller. Cette situation a trop duré et il faut maintenant qu'on en arrive donc à un cessez-le-feu et à un processus de paix. C'était le sens des mobilisations. Il y avait vraiment énormément de gens dans la rue, c'était une bonne chose. Et je le dis d'ailleurs aux gens qui disent « oui, mais ça sert à quoi de manifester sur ce sujet-là » Parce que c'est souvent quelque chose qu'on me dit. Ça sert à quoi de manifester sur un sujet de géopolitique, de politique internationale et de guerre? Eh bien, justement, c'est un moyen de faire pression sur le gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahou. Parce que quand vous faites des manifestations partout dans le monde, ce que ça provoque comme effet, c'est que cela peut provoquer aussi un impact sur ce gouvernement de M. Netanyahou. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens désormais qui manifestent en Israël contre le gouvernement de M. Netanyahou et contre la guerre de M. Netanyahou dans la bande de Gaza. Donc vous voyez, c'est une manière efficace de faire pression sur ce gouvernement d'extrême droite et d'aboutir le plus vite possible, nous l'espérons, à un cessez-le-feu. Enfin, dernier cas dont je veux vous parler, il s'agit de la République démocratique du Congo. Je veux vous en parler parce que c'est un sujet qui est très peu évoqué dans les médias. En réalité, si vous allumez les chaînes de télé d'information en continu, c'est même pas du tout évoqué. Or, c'est un conflit qui dure maintenant depuis plusieurs années et où là, on en est à plusieurs centaines de milliers de morts et
à 6 millions de personnes qui ont été déplacées. Alors que se passe-t-il en République démocratique du Congo? Il y a une zone à l'est du pays qui s'appelle le Kivu. Et cette zone-là, elle est à la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda. Et dans cette zone-là du Kivu, eh bien, il y a beaucoup de ressources. Il y a notamment du diamant, du cuivre, du cobalt, de l'or, du coltan, du plomb, du manganèse, de l'étain, qui sont des matériaux notamment utilisés pour les smartphones et les ordinateurs. Donc vous voyez qu'il y a un enjeu stratégique et financier dans cette région-là. Et que se passe-t-il? Eh bien, il y a un mouvement qui s'appelle le M23, qui est un mouvement armé, qui, en gros, occupe militairement cette région-là, terrorise les gens qui y vivent, raison pour laquelle il y a plein de gens qui s'en vont, en fait, tout simplement. Et dans cette région-là, eh bien, ce mouvement M23, ce qu'ils font, c'est que, tout simplement, ils s'accaparent les ressources et qu'ils les vendent en passant notamment par le Rwanda. Alors encore une fois sur ce sujet-là, Emmanuel Macron a raconté n'importe quoi puisqu'il était allé à Kinshasa, donc la capitale de la République démocratique du Congo, en mars 2023, et voici ce qu'il avait dit. Depuis 1994, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté ni militaire ni sécuritaire. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur. Bâtissez une armée solide, construisez la sécurité autour de l'État, faites passer la justice transitionnelle pour que vous n'ayez pas de criminels de guerre encore en responsabilité ou sur le terrain. Donc Emmanuel Macron est allé en République démocratique du Congo, non pas pour soutenir les autorités du Congo, mais pour leur faire la leçon. Voilà comment se comporte le président de la République française quand il va au Congo. Au contraire, Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, est allé en République démocratique du Congo à Kinshasa. C'était pour sa part en octobre 2023, et lui, il n'a pas tout à fait eu les mêmes positions sur le sujet. Voici ce qu'il a dit, Jean-Luc Mélenchon. « J'ai voulu réaffirmer la fraternité qui est la nôtre à l'égard du peuple congolais, dans un moment où nous savons qu'il rencontre une difficulté qui est totalement importée et dans laquelle il n'a aucune responsabilité, puisque pour sa part, il a respecté tous les engagements de cessez-le-feu. » Vous voyez que sur ce sujet aussi, donc, Emmanuel Macron raconte n'importe quoi, mais qu'il y a un enjeu à ce que la communauté internationale soit alertée et soit mobilisée sur le sujet. Les organisations qui sont en France d'associations de République démocratique du Congo essayent de mobiliser régulièrement sur ce sujet-là par des mobilisations et par des manifestations auxquelles je vous invite à participer s'il y en a près de chez vous, car c'est un moyen efficace de faire émerger la question sur la scène publique et politique française et que ensuite, si elle émerge sur la scène médiatique, il puisse y avoir un débat et des prises de position très claires des responsables politiques français qui incitent Emmanuel Macron à revenir sur sa position et à la changer. Je vous dis que par ailleurs, la France Insoumise a déposé une résolution à l'Assemblée nationale qui, je cite, réaffirme sa fraternité avec le peuple congolais et son engagement profond pour la paix et la justice en République démocratique du Congo, petit 1. Petit 2, condamne les exactions commises sur le territoire congolais par le groupe rebelle du 23 mars, 23M, et demande le strict respect des droits humains fondamentaux tels que consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Petit 3, demande à la République du Rwanda de cesser tout soutien au groupe rebelle du 23 mars. Donc là, vous voyez, contrairement à ce qu'a dit M. Macron sur aucun coupable à l'extérieur, nous, au contraire, on dit oui, il y a un coupable à l'extérieur, c'est le Rwanda qui finance le mouvement du 23 mars. Et enfin, petit 4, invite le gouvernement français à agir sur le plan diplomatique, parce qu'encore une fois, c'est des solutions diplomatiques qu'il faut, pour faire cesser l'assistance apportée au groupe rebelle du 23 mars par la République du Rwanda. Voilà ce dont je voulais vous parler cette semaine, vous faire un petit point d'actualité sur ces questions qui parfois sont très dans l'actualité, mais avec des médias qui racontent n'importe quoi sur le sujet, parfois sont très éloignés de l'actualité politique française, mais sur laquelle je voulais attirer votre attention. J'espère que cette actu politique de la semaine vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et être informé sur votre téléphone chaque fois que je fais une vidéo. Et puis, je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça nous fait toujours très plaisir à mon équipe et à moi d'avoir ces commentaires et de pouvoir évaluer un peu si ce que nous disons et ce que nous faisons vous plaît et vous intéresse. Voilà, à la semaine prochaine.